Voilà, merci d'être encore avec nous à cette heure où normalement vous devriez prendre le repas dominical, non? C'est pas comme ça que ça se passe. Enfin bon, nous on est très contents que vous soyez avec nous pour ce nouveau café des libraires avec une libraire que je suis contente d'accueillir. Je crois que c'est son premier café des libraires, mais qu'elle a déjà animé des débats ici au Festival America. Marie Michaud, qui est responsable de la littérature à la librairie Gilbert Joseph à Poitiers. Voilà, merci d'être avec nous, Marie, pour un plateau qui porte un titre qui porte un titre, des forêts et des hommes. Voilà, et avec nous sur ce plateau, pour parler de leur livre, de leur dernier livre paru, il y a Michael Christie, pour son livre Lorsque le dernier arbre, paru chez Albin Michel, qui a été traduit par Sarah Gursel. Et Michael Christie est originaire de Vancouver. Il est un ancien squatteur professionnel, charpentier aussi. Son premier recueil de nouvelles avait été très remarqué et lorsque le dernier arbre a reçu le Arthur Ellis Award pour la meilleure nouvelle, il partage son temps entre Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, et Galliano Island. Avant, il avait sorti un livre qui est sorti toujours chez Albin Michel et qui s'intitulait Le Journal du Mendiant. Voilà, et puis à côté de lui, il y a Gabriel Filtoshiba qui écrit, traduit, illustre, voilà, beaucoup de choses. Elle a écrit son premier livre, son premier roman paru, en tout cas en France, s'intitule En cabané, inspiré de sa vie, de la vie qu'elle a auprès de la rivière Kamouraska. On en parlera tout à l'heure. En cabané, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, on le comprend très très bien. Il est paru en 2018. Et Sauvagine est paru en janvier. Il y a eu Bivouac aussi. Ah, il va arriver après, c'est ça, parce que j'étais un peu perdue dans le... C'est ça, voilà, il va paraître après. Donc Sauvagine est sorti en janvier 2022. Et on va en parler dans un instant. Et vous avez aussi publié un recueil de poésie, La forêt barbelée. Voilà, et puis avec nous également sur ce plateau, Karl Marlantes, qui a grandi dans une petite ville de Bûcheron sur la côte de l'Oregon. Il a fait des études à Yale et à Oxford avant de devenir lieutenant de Marines. Il est l'auteur de Retour à Matterhorn et de Partir à la guerre. Et il est interprété sur ce plateau par Catherine Laurent, qui est une interprète fidèle au festival aussi. Michael Christie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est interprété par Sarah Moretti, que je suis contente d'accueillir. Je crois que c'est sa première intervention au Festival America. Donc, je reviens à Karl Marlantes, qui va nous parler d'un livre édité par Kalman Levy, qui s'intitule « Faire bientôt éclater la Terre ». Il est paru en août 2022, traduit par Suzy Borello. Voilà, et je crois qu'il y a eu d'autres livres qui ont été tous édités par Kalman Levy. Et ben voilà, ma présentation est terminée. Tu peux compléter si j'ai oublié quelque chose. Parfait. Voilà, merci Marie, à toi. Et les auteurs compléteront en parlant de leur livre. Donc, merci à toutes et à tous d'être là. Merci à toutes et à tous aussi dans le public d'être avec nous, d'avoir écourté effectivement, comme le disait Maëtte, peut-être ce petit déjeuner du dimanche. On l'a dit, le thème de cette rencontre, c'est des forêts et des hommes. Et s'il y a des thèmes qui passionnent les lecteurs français, peut-être dans la littérature américaine, c'est probablement ce thème des grands espaces sauvages. Et la forêt en est un extrêmement important. D'autant plus important qu'il peut y naître toutes sortes d'histoires.
toutes sortes de mythes. Et c'est un peu de cela qu'on va parler ensemble cet après-midi. Souvent, les liens entre les forêts et les hommes sont ambivalents. Il y a à la fois de la fascination, il y a un rapport de destruction qui est évident dans vos différents livres, un rapport de protection. La forêt, on peut s'y perdre aussi bien que s'y retrouver. Voilà. Tous les trois, Maët l'a dit, vous venez du bout du monde, mais chacun d'un bout différent. Donc Karl et Michael, vous venez plutôt de la côte ouest, la côte pacifique. Gabriel, vous plutôt du côté atlantique du Canada et donc du Québec. Qu'est-ce que c'est, peut-être pour commencer cette discussion, et mes questions vont s'adresser à vous trois, pas forcément chacun parler de votre livre tour à tour. Qu'est-ce que c'est que venir du bout du monde et qu'est-ce que ça induit dans le choix d'un thème comme ceux de vos romans, autour notamment du rapport entre les hommes et la forêt? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Gabriel, peut-être, puisque... Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Dans mon cas, le bout du monde, c'est la forêt du Kamouraska. Moi, je suis née à Montréal, puis je trouvais ça très drôle de grandir en ville. Puis on a cette image du Canada comme d'un pays vaste avec des forêts infinies, une faune abondante, des chutes d'eau pures et cristallines. Et j'avais cette image-là de la forêt. Puis quand je suis arrivée dans le Bas-Saint-Laurent en vacances, je pensais prendre seulement une semaine de congé de mon travail de traductrice. Mais j'y ai retrouvé vraiment la beauté mythologique que je m'y étais imaginée. Et je me suis dit, c'est fou, je ne peux pas retourner en ville, je dois déménager ici. Alors mes vacances d'une semaine se sont transformées en 8 ans d'ermitage et en 5 livres. Et maintenant, je suis avec vous pour en parler, alors grâce à la forêt. Et messieurs, alors la côte pacifique, cet ancrage que vous avez dans ces paysages, là aussi, très singuliers, ces arbres qui nous fascinent, qui sont bien plus grands que nous, bien plus vieux que nous. Est-ce que c'était un bon point de départ romanesque? Karl? Well, yes. The first thing that is very interesting about living on the Pacific coast is it's sort of the last stop. I mean, people started from Europe on the East Coast, and if they cut the trees down, they just moved west, and they cut more down and moved west, and finally they ended up where Michael and I live, and there's no more, you can't go anyplace. So it's like, oh my God, maybe this is it. We have to figure out how to do it. So there's that. That's it. And they also say that the suicide rates are much higher because everybody leaves home if they're feeling bad, and then they finally get there and there's no place to go. So, so the West Coast. The other thing that is, I think, very different about where we live, Southern Alaska, British Columbia, Oregon, Washington, is a very similar climate and flora and fauna. I mean, there's a book called Ecotopia that sort of breaks these places off to form its own country. It's the opposite of dystopian literature. I don't know what it's called. Utopian, I guess. Traduction. Yeah. Alors oui, l'une des choses que nous partageons en vivant sur la côte Pacifique, c'est qu'en fait, la côte Pacifique, c'est le dernier arrêt, quoi. Les Européens, quand ils sont arrivés sur le continent américain, ils sont arrivés par l'ouest. Ensuite, ils ont défriché, ils ont coupé des arbres, ils ont avancé, ils sont allés vers l'est. Puis arrivés sur la côte Pacifique, pof, ils tombaient. On ne pouvait pas aller plus loin. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que chez nous, on a des taux de suicide les plus élevés aux États-Unis, parce que je pense que quand ils sont arrivés au bout, et quand ils ne sont pas heureux au bout, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, c'était la dernière porte de sortie. Et il y a aussi un point très important, c'est que toutes nos régions, là, comme qui vont de l'Alaska à la Colombie-Britannique, l'Oregon, l'État de Washington, c'est qu'on a grosso modo le même climat et qu'on forme un petit peu une entité, tous ces États. Et il y a d'ailleurs un bouquin qui est sorti qui s'appelle Ecotopie ou Ecotopia, qui est un bouquin qui n'est pas de la dystopie, au contraire, qui est plutôt de l'utopie et qui envisage que tous ces États décident de former ensemble un même pays. I think that the other characteristic is how dense, dark,
large the forests are there, very different than East Coast forests. You have a deep sense of mystery, and in the geography books they call it temperate rainforest. I mean, my town I grew up in, it was 110 inches, I don't know, centimeters, something I'll have to translate, a lot of rain and a wet, dry climate, and giant trees. I mean, people are, 2 meters high, and the trees are 80, 100 meters high. And so when you're in the forests, you feel very small, and you feel this vastness, and you can't imagine that it could ever have been cut down, and it was. Et une autre caractéristique de ces États, ce sont ces forêts. Ces forêts qui sont très denses, très sombres, qui sont immenses et qui sont en cela très différentes des forêts que l'on trouve sur la côte ouest des États-Unis ou du Canada. Ces forêts sont très mystérieuses et on peut s'y perdre. Et dans les livres de géographie, quand on étudie la géographie aux États-Unis, il est dit que ces forêts relèvent d'une zone climatique c'est de la forêt humide tempérée. Et humide, certes, parce que là où j'ai grandi, par an, il tombe plus de 60 cm de pluie, ce qui fait que ces arbres grandissent très très haut. Et ce sont des arbres qui peuvent aller au-delà de 100 mètres. Donc quand on est face à eux, on ne se sent rien du tout. Et on a le sentiment que jamais on pourra les détruire, jamais on pourra les couper. Or, ils l'ont été. Et justement, ces arbres d'une hauteur inconcevable, d'une dimension où il faut plusieurs hommes, les bras écartés pour en faire le tour, ces arbres des forêts primaires, elles ont été exploitées pour le bois, par nécessité, par les émigrants. En même temps, on a l'impression finalement que les hommes ont pris une sorte de revanche de leur petitesse, de leur insignifiance contre ces géants qu'ils ont utilisés jusqu'à leur quasi-destruction. C'est aussi ça peut-être le thème qui vous réunit aujourd'hui, c'est l'évolution vers une destruction et puis maintenant la prise de conscience par les générations, les nôtres et celles qui vont nous suivre, de la nécessité de la préservation. Michael, on trouve bien ça dans votre roman, avec à la fois ces différentes générations qui vont certaines exploiter les arbres, et puis Willow, par exemple, qui les protège. So the novel that we're discussing, Lorsque le dernier arbre, features 4 generations of one family known as the Greenwood family. And each generation has its own particular relationship to forests and trees. There is a timber tycoon who amasses great wealth cutting down forests. There is a eco-terrorist who destroys logging equipment. There is a carpenter, and there's a scientist who studies the communicative nature of Douglas firs. And so each of those generations are in their own conversation with trees, and often, I think, in this novel, you could say with nature itself, because trees occupy a very symbolic space in the human mind in terms of their connection to actual nature. If you look at the mythical traditions of most cultures, even Inuit traditions, there are trees that feature in myths, in stories. If you think of fairy tales, as Carl was pointing out, that these forests are the place of mystery where children go to disappear and where magic happens. So it was my sense of wonder, I think, and my sense of amazement with the forests in which I live that really led me to writing this book. And lastly, I will say that just prior to writing this novel, I built a cabin out of the trees that we brought down on our property for my family and I to live in, so that this novel was typed with splinters in my fingers. Alors oui, j'aimerais revenir sur le roman donc Greenwood, intitulé Lorsque le dernier arbre en français. En fait, il s'agit de l'histoire de 4 générations
d'une même famille, les Greenwood, et ils ont tous une relation différente avec la forêt et les arbres. Et donc il y a un magnat du bois qui s'est enrichi avec l'exploitation forestière, il y a une éco-terroriste qui sabote les machines utilisées dans l'exploitation forestière, il y a un charpentier, et puis il y a une scientifique qui étudie la manière dont les arbres communiquent entre eux. Et donc tous ont leur propre conversation avec les arbres et de ce fait la nature, puisque les arbres sont le symbole même de cette nature avec un grand N. Et justement, quand vous regardez les mythes, même la tradition inuite, par exemple, les arbres sont vraiment au cœur de la relation avec la nature de ces peuples. Ils sont au cœur de contes de fées, par exemple. C'est l'endroit où les enfants se perdent, ils se perdent dans la forêt. Donc il y a cette magie et c'est à travers cet émerveillement que j'ai écrit ce livre. Et j'aimerais ajouter que ce livre, donc, je l'ai écrit en même temps que je construisais une cabane sur l'île où j'habite. Et donc j'ai dû détruire des arbres pour construire cette cabane. Donc j'ai écrit ce livre avec de la sueur sur les mains. Voilà. Et le voilà encabané lui aussi. J'ai très hâte de lire ce livre. Moi, dans Sauvagine, j'ai voulu rendre célèbre un arbre qui s'appelle Gros Pin. Ça faisait à peu près 2 ans que j'habitais dans ma cabane quand j'ai entendu parler de cet arbre légendaire qui marque la limite entre le Canada et les États-Unis sur les forêts publiques. C'était à peu près à 35 km à vol d'oiseau où je me trouvais dans la forêt. Alors, je suis tout de suite allée voir l'agent régional. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un sentier qui mène là-bas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un 4 roues qui pourraient aller me le montrer? Puis il a dit, embarque, je t'amène voir l'arbre. Puis ça a été un moment bouleversant dans ma vie parce que on entend justement parler du Canada, de ces grands espaces intouchés, mais la vérité, c'est que, en tout cas dans l'Est, les arbres sont tout petits. La plupart ont entre 30 et 50 ans. Puis, en ce moment, ils sont en train d'être coupés à nouveau parce qu'ils ont atteint un diamètre payant pour l'industrie forestière. Et c'est d'une tristesse infinie parce qu'autrefois, dans la vallée du Saint-Laurent, il y avait des chênes blancs immenses, il y avait des pins blancs, mais ils ont tous été rasés pour faire des mâts de bateaux, des poteaux de téléphone, toutes sortes de choses. Puis, Gros Pin est immense, il faut être 3 ou 4 pour faire le tour. Puis, c'est devenu pour moi un lieu de pèlerinage. En fait, mon rêve, c'est d'aller visiter tous ces arbres-là anciens qui existent encore. Puis, un peu comme en Californie, les gens vont voir les séquoias. Parce que si on développe un lien comme ça avec le territoire, une histoire d'amour, finalement, on pense à eux toute l'année, on va leur rendre visite. Quand on marche vers eux, on ramasse les déchets, on raconte ce qu'on a vécu, on amène nos enfants avec nous, puis ils ne pourront pas être coupés. Puis maintenant, grâce à ces livres qui se vendent bien, puis qui se traduisent en plusieurs langues, ben Gros Pin va être effectivement protégé. Et c'est pas anodin qu'effectivement les arbres les plus remarquables en Amérique du Nord, mais à travers le monde, soient nommés comme Gros Pin l'est, comme d'autres arbres effectivement de par le monde. Est-ce que le fait de les nommer, c'est pas aussi en effet leur donner une chance supplémentaire de survivre et de coexister avec les hommes, alors certes en les humanisant d'une certaine façon, mais de toute façon, il y a une sorte de métaphore qui court en permanence entre l'arbre, ses racines, la famille, voilà, et en même temps, et c'est très bien raconté, notamment Michael, vous l'écrivez très bien, ou peut-être plus que l'arbre lui-même en sa métaphore de l'homme et de la famille, c'est peut-être plus la forêt qu'il faudrait considérer comme une métaphore. En tout cas, est-ce que le fait de les nommer et de leur rendre visite et de les côtoyer, de vivre à côté d'eux, de les considérer comme des individus essentiels, est-ce que ce n'est pas aussi effectivement la première étape du combat pour les protéger? C'est ce que Gabriel disait un peu, c'est ce que vous dites dans ce livre, et c'est aussi ce que racontera un peu plus Bivouac, je pense. Donc voilà. Messieurs, peut-être sur la métaphore entre l'arbre et l'homme qui se dresse. I think that
one thing you had said is that the loggers had this idea of somehow taking revenge or whatever. I think that the big change is that they were really indifferent. They saw it as stumpage. How many cubic feet? I mean, there was no sense of anthropomorphizing or assigning personality. They just needed to make money to put food on the table, and then the owners needed to cut the trees down because that was the way that you could make some money and get ahead. And I don't think that they had any concept of trees as living individuals. That is now changing, unfortunately, after the big trees are gone. But when I was a child, a lot of my friends had a favorite tree. I mean, it would be like if I got mad at my parents, I'd go sit under my tree and I'd talk to it, you know. And I think that people have always had this relation, but we lost that. We became abstracted and indifferent. And it was then just, well, how much per board foot? And could I get it cut for this? And maybe the labor prices are high. And it was all mathematics, but it wasn't personal at all. La valeur a remplacé la valeur. Je crois que je voudrais revenir sur cette idée que vous aviez mise en avant quand vous avez dit que peut-être que les bûcherons avaient cette idée de revanche par rapport à la taille de l'arbre. Je crois qu'en fait, il faut être très clair, ils étaient totalement indifférents, mais totalement. Ce qui les intéressait à cette époque-là, c'était de savoir combien de mètres cubes ils pouvaient sortir de tant de mètres carrés ou de kilomètres carrés de forêt. Il n'y avait absolument pas d'anthropomorphisme quel qu'il puisse être. Les gens avaient simplement besoin de gagner de l'argent pour pouvoir nourrir leur famille, et c'était tout ce qui leur importait. Et je ne pense pas qu'ils avaient la moindre idée du fait que les arbres étaient des êtres vivants. Ce n'étaient pas des êtres vivants. Or ça, c'est en train de changer aujourd'hui. Malheureusement, c'est déjà trop tard pour les arbres les plus grands et les plus remarquables. Ça y est, ils ont déjà été coupés. Mais moi, je me souviens quand j'étais enfant avec mes copains, on avait tous un arbre préféré. C'était notre arbre, c'était notre arbre préféré. Et moi, je me souviens quand j'étais gamin que je me disputais avec mes parents, ou quand mes parents me grondaient, je sortais et puis j'allais sous mon arbre et je le tenais dans mes bras et je me réfugiais sous mon arbre. Donc, on avait perdu, et puis après, petit à petit, en grandissant, on perd ce contact avec la nature et tout devient très rationnel, très scientifique, des histoires de mètres cubes, de ratio, par rapport à tant d'hectares de forêt, ça va rapporter tant. Peut-être que les choses sont en train de changer désormais. C'est cette évolution qui, par exemple, apparaît à travers la famille Greenwood dans le livre de Michael Christie, où on a ce mouvement de balancier entre la nécessaire exploitation du bois pour construire des maisons, construire des bateaux, pour la modernisation, pour le progrès, avec des guillemets peut-être, pour s'émanciper en tout cas. Et puis maintenant, les nouvelles générations, dans ce livre, elles cherchent à s'émanciper de cette modernité et de revenir finalement comme en arrière à ce qui existait auparavant. Yes, the book itself sort of presents an evolving concept of what the environment is. I mean, I think we can safely say that we understand the climate and the Earth's systems in ways that we never did before. And so it used to be something that just threatened us. Then it became something we could profit from. Then it became something to protect. And now it's sort of becoming something to fully appreciate and understand. And so in the book, there's a scientist who's modeled after a real scientist whose name is Suzanne Simard, and she works at UBC. She's a researcher, and she has discovered the fact that Douglas firs actually communicate with one another through fungal networks in the ground. They send each other warnings. When they die, they donate their resources to the trees around them. So they behave much more like a community, than ever believed before. And so I think if there's an intention behind this novel, which there kind of isn't, but if there is,
the idea that a family is not just a discrete unit. A family is an interconnection. A family is a community. And a family tree is, in fact, a family forest. And it is through our discovery of these interconnections and these complexities that we never imagined. If you would have told me when I was a kid that trees talk to each other, I wouldn't have believed you. But it's our growing understanding of the true complexity of the natural world that gives me hope and is, I think, represents our evolution as people. Dans mon roman, effectivement, il y a un concept donc, qui évolue à travers les générations, le concept de l'environnement, du climat, qui donc évolue à travers les générations. Et on parle beaucoup de système écologique, du système environnemental. Alors d'abord, on le voit comme une menace, ensuite on peut le voir comme quelque chose qui nous permet de générer de l'argent, ensuite quelque chose qu'il faut protéger, et peut-être aujourd'hui quelque chose qu'il faut apprécier puisque c'est une ressource limitée. Dans mon roman, donc, je m'inspire le personnage dont je parlais tout à l'heure, qui est une scientifique. Elle s'inspire d'une scientifique qui s'appelle Suzanne Simard et qui a découvert que les arbres étaient en mesure de communiquer entre eux, de s'alerter entre eux, et quand ils étaient en fin de vie, de se donner chacun des ressources. Et donc ils se comportent réellement comme une communauté, ils sont véritablement interconnectés, et c'est quelque chose qu'on n'en avait jamais vu auparavant. Et donc, s'il doit y avoir une intention à mon roman, il n'y en a pas forcément, mais si je dois en identifier une, ce serait de montrer que la famille, ce n'est pas une unité, mais plutôt un système interconnecté de différentes parties. Donc, on ne parle plus d'arbres généalogiques, mais de forêts généalogiques. Et toute cette complexité, c'est cela qui me fascine. Si vous m'aviez dit quand j'étais enfant que les arbres pouvaient se parler entre eux, je ne vous aurais pas cru. Et donc, c'est ce que j'ai envie de croire aujourd'hui, c'est ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui. Et c'est bien cette interconnexion qui nous unit tous. Pour ceux qui lisent l'anglais, le livre de Suzanne Simard s'appelle Finding the Mother Tree. Et moi, quand je l'ai lu, tout de suite, j'ai appelé mon éditrice. J'ai dit, est-ce qu'il est traduit en français? Je veux le traduire. Elle a dit, non, trop tard, les droits sont déjà vendus. Mais c'est un livre magnifique, je vous le conseille. Et la version française arrive bientôt. Voilà, donc on pourra effectivement découvrir ce texte. Pardon. Quelque chose d'aussi fantastique auquel on ne pense pas, c'est que l'arbre est une formidable machine à remonter le temps. Parce que, effectivement, des arbres très vieux, et ça figure, je crois, dans chacun de vos romans, ont connu nos parents, nos grands-parents, mais aussi des générations bien antérieures. Parfois, certains ont vu les premiers bateaux européens arriver sur les côtes américaines. Et puis, ce voyage dans le temps, on le découvre alors à la fois par l'âge des arbres, mais aussi quand on coupe effectivement les arbres, leur cœur raconte aussi leur histoire. J'imagine que ça, c'est quelque chose aussi d'assez romanesque pour les écrivains que vous êtes, de voir les arbres comme finalement des narrateurs de notre passé. Il y a un mot qui me vient en tête. Au Québec, c'est la légende de l'Anneda, A-N-N-E-D-D-A. Puis c'est un arbre ou une plante qui aurait sauvé les premiers colons. On a pensé à tort que c'était le thuya. Après, c'était peut-être l'if, ce sapinage rampant qui a des baies toxiques, mais aussi très potentes. Et récemment, les dernières études scientifiques démontrent que ça serait probablement le pin blanc. Or, il était presque enrayé des berges du fleuve, et je trouve que c'est assez paradoxal qu'on a pratiquement éradiqué une essence d'arbre qui a sauvé les colons du scorbut lors des premiers hivers en Amérique. Et je pense que c'est ce genre de vénération-là qu'on devrait adopter par rapport au territoire. C'est véritablement un lieu sacré.
Puis il faut y entrer en marchant sans faire de bruit pour pouvoir voir les animaux. Il faut s'y asseoir pendant des heures pour respirer l'air qui nous guérit, les molécules ambiantes. Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas des forêts anciennes, puis tous les remèdes s'y trouvent. Je ne sais pas s'il faut que tout le monde réponde à cette question-là ou si on enchaîne en reparlant un petit peu plus des livres. Il faut dire que, bon, on parle beaucoup des arbres, effectivement, des forêts, etc. dans ces livres, mais il y a des histoires, il y a aussi une sorte de suspense pour certains, qu'est-ce qui va se passer. Le livre de Michael Christie commence en 2038, je crois. La situation qu'il nous propose dès qu'on ouvre le livre, elle n'est pas très affriolante, on va dire. Et puis il y a cette histoire dans le livre de Karl Marlantes qui est incroyable sur cette. Moi, je connaissais pas du tout cette histoire de cette immigration finlandaise qui me semble-t-il est peu connue. Je ne sais pas si Marie, ça t'a aussi frappé. Le livre de Karl Marlantes, c'est effectivement une sorte de saga des émigrants de Möberg. Möberg, c'était des émigrants suédois qui effectivement allaient aux États-Unis et s'installaient et faisaient souche, c'est le cas de le dire. Effectivement, dans le livre de Karl, ce sont les 3 enfants d'une même famille qui vont quitter la vieille Europe pour s'installer sur la côte ouest. Et chacun avec un parcours différent. Et notamment, peut-être, on peut parler du parcours de lutte, puisque vous l'avez déjà évoqué d'une autre manière, mais il est question effectivement de protéger la nature. Mais le personnage féminin du roman de Karl est un personnage de combat. Yes, I know. It means the only one, and she's a character from the Kalevala. So I used a lot of the characters from the Kalevala, an ancient Finnish set of songs from pre-Christian times. They all can be, all those characters, Ilmari, Jukka, they can all be traced to characters in the Kalevala. And I did want very much to bring them to the Northwest, and they do go there for very different goals, because there was this tragedy at the very beginning of the novel where they lost many of their siblings, and they come away with an idea of how to deal with mortality. And they each choose a different way of doing that. And we all do that, unconsciously usually. Ilmari chooses traditional religion, but he meets Vasutati, who teaches him a more direct spiritual connection to spirituality and religion. Aino staves off this anxiety about mortality by throwing her efforts into the perfect world of humanity that will come when we finally, communism is successful in eliminating class struggles and warfare, and we all live happily ever after. And she, of course, learns that that's not probably going to happen. And Matti, very typical of immigrants, he thinks that if he can just get rich enough, that'll keep all these anxieties at bay. And so his attitude is to get rich. And so people came to America for spiritual freedom, to get away from class oppression, to get rich. And the forest is Aino, says it's the garden that they're all living from, that none of them had to plant. Oui, mon personnage féminin s'appelle Aino. Et Aino, dans la longue saga, enfin dans les grandes mythologies scandinaves,
Aino, cela veut dire l'unique, la seule. Elle et ses 2 frères arrivent en Amérique du Nord et dans les États du nord-ouest de l'Amérique pour des raisons totalement différentes et avec des objectifs totalement différents. Donc au début du roman, spoiler alerte, les 3 quittent la Scandinavie parce qu'ils vivent une tragédie chez eux et qu'il y a 2 bébés qui meurent dans la famille, leurs 2 plus jeunes frères et sœurs qui meurent, et donc ils fuient pour échapper et pour essayer de faire face à cette idée de leur mortalité. Et donc chacun à sa manière va essayer de faire face à sa mort et à l'idée de mortalité. Marie va essayer de faire face à cela en se plongeant dans une grande spiritualité. Il devient extrêmement religieux, mais au fur et à mesure du roman, il va faire une rencontre avec une femme des peuples premiers qui va lui donner une autre ouverture sur la spiritualité, qui ne va pas le convertir, mais qui va lui donner une autre ouverture sur la spiritualité. Vous avez Aino, la jeune femme, qui, alors elle, décide de faire face à sa mortalité en se battant et en se lançant à cœur perdu dans la lutte syndicale où elle va essayer de construire un monde parfait grâce à l'avènement du communisme et à la fin de la lutte des classes. À la fin du roman, elle se rend compte que c'est pas gagné. Et le troisième, Mati, eh bien lui, il arrive avec comme objectif un objectif beaucoup plus traditionnel pour les gens qui venaient sur le nouveau continent, c'était celui de devenir riche. Et donc tous sont partis pour essayer d'accéder à la liberté, à la richesse, pour résoudre des problèmes de lutte de classe, etc., pour avoir une plus grande spiritualité également. Et tout cela, eh bien, ça se termine dans une forêt. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est comment toutes ces aspirations finissent par se traduire dans cette forêt. Gabriel, il y a quelque chose qui m'a semblé extrêmement intéressant dans vos romans. Vous les qualifiez d'écoféministes. C'est pas un hasard si effectivement à un moment donné Raphaël, l'héroïne de Sauvagine, met en perspective le fait de, en affrontant le braconnier avec lequel elle est aux prises, envisage de venger les animaux aussi bien que les femmes. Effectivement, et c'est un cri du cœur à la fois pour la faune et pour les femmes qui n'ont pas été vengées de ce que les hommes leur font subir. Finalement, effectivement, c'est ça, c'est à la fois les peuples premiers, la nature dans sa plus grande acception, et les femmes sont et ont été les victimes de l'expansion du développement en Amérique. Du capitalisme, souvent, en fait, moi j'aime aborder ces questions-là d'un point de vue plus doux. Tout ce qui est fragile, qu'on doit protéger. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Québec, on est vraiment déconnecté des personnes âgées. Ils sont dans des CHSLD emmurés, des centres hospitaliers de soins longue durée, des mouroirs. Les forêts, c'est pareil. On les laisse être coupés. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Alors moi, j'ai voulu donner parole autant aux arbres anciens qu'aux femmes qui ont peur de parler. Puis Sauvagine est née d'un incident qui m'est arrivé. Moi, j'ai une chienne husky à moitié coyote que j'avais adoptée dans un refuge de chiens de traîneau parce qu'ils voulaient l'abattre. Comme elle était à moitié coyote, probablement elle aurait été plus difficile à dompter pour tirer des touristes, souvent venus de France. Et moi, j'avais jamais fait de chien de traîneau, puis je me suis dit, bon, quand j'ai vu l'annonce, c'était dans un petit magazine régional, j'ai dit, OK, d'accord, je vais y aller, je vais prendre cette chienne. Puis quelques mois plus tard, en forêt, elle s'est prise dans des pièges de braconniers. Puis moi qui avais une image très forêt enchantée de ma cour arrière, de toute cette forêt qui m'entourait, je me suis rendu compte que ça grouillait de braconnage et de chasseurs qui ne respectaient pas les pourtant très laxistes lois du Québec en la matière.
Et je me suis mis à écrire un article au journal local. Je me suis dit, je dois raconter dans quelles conditions j'ai retrouvé ma chienne qui est presque morte. Elle avait 3-4 collets autour du cou. Elle avait jappé pendant des heures et des heures, mais comme j'étais à côté de la rivière Kamouraska, qui a un fort débit à ce temps-là de l'année, j'entendais rien. Il y avait juste le vent, l'eau, le clapotis de l'eau. Mais quand le soleil s'est couché, puis le vent est tombé, j'ai commencé à entendre un cri très rauque. Puis je pensais pas que c'était ma chienne, mais je me suis dit, je vais aller voir. C'est peut-être elle qui a tué quelque chose. Et ça m'a vraiment traumatisée, cette scène d'horreur, parce qu'il y avait des cages thoraciques qui sortaient de terre. Par après, j'ai su que c'était des restes de vaches d'élevage que les braconniers amenaient là-bas pour attirer les grands carnassiers. Parce que, bon, les fourrures de lynx, de coyotes ornent les manteaux les plus chers vendus au Canada. Alors, il y a un braconnage, un marché noir de fourrures sont vendus à l'étranger puis nous reviennent sur des manteaux de luxe. Alors, ça me sensibilisait à un enjeu, puis je me suis dit, je vais partir de ce traumatisme. Puis comme je ne peux pas coincer le braconnier en me fiant sur les lois en place, bien, je vais me venger dans un roman. Puis ça a été vraiment jouissif de canaliser cette colère-là. Parce qu'aujourd'hui, bien, l'effet est beaucoup plus grand que si je m'étais simplement vengée dans la réalité. Et moins dommageable pour vous, en plus. Michael, peut-être qu'on peut évoquer le tout début du roman, cette première scène où on a fait d'une île préservée, où la forêt a été sauvegardée presque miraculeusement de ce grand dépérissement qui a touché tous les arbres du continent. On en fait une espèce de cathédrale. On parlait tout à l'heure du rapport au sacré. Il y a effectivement une question très forte autour de ça. Et la dernière jeune femme membre de la famille Greenwood, finalement, est guide dans cet endroit. Mais sa mission lui convient pas très bien. Elle sait pas très bien se situer dans tout ça. Le sens de ce rapport à la fois viscéral et en même temps commercial de ce lieu, finalement. There's a Canadian writer and thinker named Naomi Klein, who I admire very much, and she came up with this idea of climate barbarism, which means as the climate devolves and changes, new scarcities will arise, and those scarcities will lead to more conflict and more barbaric behavior on the part of people. This is not necessarily going to happen, but it could happen, and this pressure will be exerted upon societies. And so, you know, my imagined eco-resort obviously is going to be a place where the very wealthy go, because as these resources become scarce, they will be commodified. Of course they will. Already on the island where I live, more and more, especially during COVID, it was like more and more wealthy Americans are moving up to seek refuge in these natural spaces as they become less available and more inviting. And so the Greenwood Arboreal Cathedral, I've named a cathedral because of its spiritual connotations. The more we learn about trees and our time in forests, you know, you could send someone on a walk in the city and you could send someone on a walk in the forest, and they both come back and they write an IQ test, and the person in the forest has 15 points higher. And that's a research that's been replicated. And so because this relationship between forests and the human is so real and is so important, we need to be very careful about who gets access and how we preserve these spaces into the future. And I will say that there is a forest on Vancouver Island called Cathedral Grove,
and it has the feeling of a cathedral. I would say even better than a cathedral, and I invite you all to go visit it because it's giant, giant Douglas firs, and there's this real sense of eternity when you walk through those trees. So this detail is inspired by the landscape in which I live. J'aimerais ici citer une penseure canadienne, Naomi Klein, qui parle d'un concept qui s'appelle la barbarie climatique. Alors, selon elle, cela signifie que, alors que notre environnement dépérit, alors que le climat change, de nouvelles pénuries vont en ressortir de cela, et donc on aura de plus en plus de conflits, et donc cela va alimenter la barbarie entre les hommes. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est quelque chose qui pourrait très bien devenir une réalité et faire pression sur nos sociétés. Et donc cette réserve écologique, comme je l'ai conçue dans mon roman, cette île, je l'ai conçue comme étant accessible uniquement par les très très riches, parce que justement, quand on a une ressource qui devient rare, elle devient aussi précieuse et donc accessible qu'à ceux qui peuvent se le permettre. Et je le vois également avec l'île sur laquelle je vis, de plus en plus de Canadiens s'y installent même, où ils vont, rien que pour chercher refuge et se réfugier de la ville où ils habitent, et particulièrement avec la pandémie de Covid. Et donc, dans mon roman, j'ai appelé cet endroit une cathédrale pour justement retranscrire cette spiritualité. Et c'est intéressant puisque on a fait un test. Alors, si vous envoyez quelqu'un marcher dans la ville ou se promener en forêt et que ensuite, à leur retour, vous lui faites faire un test de QI, eh bien, la personne qui aura marché en forêt aura un QI de 15 fois supérieur à la personne qui est allée se promener en ville. C'est vraiment une étude. Donc la relation entre la forêt et l'humain est réelle, et il faut faire attention à qui y a accès, à la préserver, bien sûr. Je pense ici à une forêt que je connais près de Vancouver, qui s'appelle également la cathédrale. Et effectivement, quand je vais m'y promener, j'ai ce sentiment d'être dans un lieu chargé de quelque chose de spirituel, quelque chose d'éternel, et c'est même mieux qu'une cathédrale à mon sens. On va tous aller en forêt les jours prochains. On va attendre la fin de la journée quand même. Et le week-end prochain, on va profiter du festival jusqu'au bout. Karl, peut-être qu'on peut revenir sur Aino. C'est donc un personnage, je le disais, de combattante. Elle explique aux hommes, au moment où elle essaie de les convaincre qu'il faut faire la grève, les imbéciles se battent entre eux, les hommes se battent contre l'ennemi commun. Il est donc question d'unir ses forces et que le changement, effectivement, ne peut advenir que si on essaie de se mettre tous ensemble dans le même sens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à travers ce livre et l'évolution qu'on voit à travers la famille, mais aussi celle que connaît le continent avec l'exploitation de la forêt, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à se mettre en ordre de bataille pour préserver ce qui reste à préserver? Yes, I think that Aino is correct. She's trying to get people to act together. It's just physics. I mean, if all the arrows point in the same direction, the force is way better than if they're pointing in different directions. And she's trying to organize them. This character's primary goal is organizing to stop the exploitation of the loggers. She does not think about the forest. In the novel, I let the reader see what's happening in the forest. There's all kinds of clues, like she goes to the dance on a trail, and then later on it's a plank road, and then later on she goes in a car, and the forest keeps disappearing. But her fight was social, and in many ways we of course still have a huge social fight, and
people are carrying it on. But I have to say that if I had to be a general and marshal my resources to choose a battle, it has to be climate change. We can solve labor problems and identity problems while we're alive, but we won't be alive to solve them if we don't get this one solved. And I think that there is a hope. I was just talking with somebody who, after the last session, she was in a bit of despair because, well, what can we do? What can one person do? And I said, we have mathematics on our side and we forget the power of it. If she decides to do something, let's say she stops using plastic, and then two of her friends see the wisdom of her ways and they stop using plastic, and then each of them has two, it's that enormous geometric progression, 2, 4, 8, 16, 32, boom. And very soon, we can make change, but each individual has to start the chain. And so it's a concerted effort, which is political will, but it's also individual effort, which I said, math's on our side. Oui, en fait, le souhait d'Aino, enfin son combat, c'est de faire en sorte que les hommes aillent tous dans la même direction. En fait, c'est simplement une bête loi de physique. Hein. Si tous les canons tirent dans le même sens, on a plus de chances d'abattre la cible. Ben, c'est ce que veut Aino. Elle veut organiser les hommes et les pousser à agir ensemble. Mais son objectif, c'est pas tellement d'arrêter l'exploitation de la forêt. Je crois pas qu'elle ait vraiment conscience de ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est arriver à faire cesser l'exploitation de l'homme par l'homme. Et je laisse, moi, au lecteur, la liberté de voir comment cela a, par voie de conséquence, un impact sur l'environnement. Et je sème des indices. Par exemple, lorsque Aino se rend dans son bureau au début, elle doit serpenter dans la forêt et écarter les ronces pour se frayer un passage. Un peu plus loin dans le roman, il y a une petite piste qui est tracée. Elle suit la petite piste, après ça devient un petit chemin. Et vers la fin du roman, elle prend sa voiture, puis elle est sur une autoroute. Donc, elle mène un véritable combat social, en fait. Maintenant, moi, aujourd'hui, s'il y avait un combat s'il y a bien un combat que je souhaite mener, c'est celui du climat. Parce que je pense que sur la durée de nos vies individuelles, on pourra voir avancer des choses en matière de justice sociale, si on agit dans ce sens-là. On pourra voir avancer des choses en matière d'égalité entre les sexes, si on prend des mesures dans ce sens-là. En revanche, en matière de climat, ça prend beaucoup plus qu'une génération pour avancer, et il est plus que temps qu'on s'y mette. Après le dernier entretien que j'ai eu ce matin, une participante est venue me voir désespérée en me disant « Oui, mais moi, je suis toute petite, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, en tant que femme. » Et je lui ai répondu « Mais vous savez, les maths, c'est de notre côté, en fait. Parce que si une personne comme vous décide « Ok, à partir de demain, j'arrête d'utiliser du plastique, c'est fini, je veux plus de plastique. » Donc déjà ça fait vous, puis vous avez 2 amis qui voient que vous utilisez plus de plastique, qui le font aussi, qui eux-mêmes ont 2 amis, etc., etc. Et là on est dans une véritable progression géométrique et on change d'échelle. Donc je pense que oui, c'est une question éminemment politique, mais qui ne pourra pas avancer sans des décisions individuelles. C'est une belle conclusion. Bah oui, très bien. Parfait. J'avais envie de rajouter, vous avez entendu parler de l'effet papillon, j'imagine. Oui, bien sûr. Soyons tous des papillons, battons très fort, très fort. Et même des colibris. Oui, des colibris. Voilà, donc je rappelle les titres des livres, puis vous pourrez les applaudir après parce que c'était un beau plateau. Celui de Karl Maramontes s'intitule « Faire bientôt éclater la terre » paru chez Calman Levy. Il est traduit par Suzy Borello. Celui de Michael Christie, « Lorsque le dernier arbre » paru chez Albin Michel, traduit par Sarah Gursel. Et puis celui de Gabriel Filtoshiba s'intitule « Sauvagine » et il est paru chez Stock. Et voilà, très beau plateau. Merci à vous, merci pour ces messages et merci pour votre attention.